Les données numériques étaient essentielles. On sait que si ces téléphones ne fonctionnent plus, c'est parce que leurs propriétaires sont morts. On savait peu de choses. A-t-il déjà tué? Va-t-il récidiver? C'était notre dernière chance. On connaissait son identité. On devait trouver cet homme et l'arrêter. J'ai rencontré Kwan sur Facebook et on est devenus d'excellents amis. Son rêve et son objectif principal, c'était d'avoir des enfants et d'être le meilleur père possible. J'ai rencontré Skrill par l'intermédiaire de Kwan. C'était le plus brillant des deux. Skrill était dans le rap. Il aimait être sous les projecteurs, alors que Kwan était plutôt le gars qui bosse dans l'ombre. Quand ils étaient ensemble, c'était quelque chose. Routine quotidienne, mon pote. Aurelius se faisait appeler Skrill. Il aimait attirer l'attention, que les regards se posent sur lui. Il était très concentré sur sa musique et son avenir. Plus tard cette semaine-là, il devait signer un contrat avec une maison de disques à Las Vegas. Ils étaient tout contents. Ils sont partis de l'Indiana en direction du Nebraska. Avec Kwan, on s'est envoyé pas mal de textos pendant leur trajet. On comptait littéralement les jours avant qu'ils arrivent au Nebraska. Cette nuit-là, j'avais mes enfants et ceux de ma meilleure amie qui passaient la nuit à la maison. Vers 2 heures du matin, Kwan avait essayé de m'appeler. J'ai été réveillée par la sonnette de la porte. C'était Kwan et Skrill. J'étais heureuse de les voir. Skrill me demande alors si son copain blanc peut utiliser les toilettes. Je lui dis bien sûr. Ils étaient amis, ça ne me posait donc pas de problème. Même si je ne connaissais ni son nom, ni rien de lui. C'était juste une personne normale qui faisait le voyage avec eux. Mais j'ai eu un pressentiment. Il était bien plus âgé. C'était bizarre, ça ne collait pas. Vous avez besoin de la police, des pompiers, d'une ambulance? On m'a tiré dessus. Faites vite, s'il vous plaît. Il y a 5 enfants ici. Ok, pardon, mais que se passe-t-il chez vous? On m'a tiré dessus. Je vais bientôt m'évanouir. Je suis dans ma penderie. Je crois qu'ils sont encore là. Au secours, pourvu que les enfants aillent bien. C'est pas vrai. Ok. La police et les secours arrivent. Je vais perdre connaissance. Ma jambe saigne beaucoup. Au début, on n'avait pas beaucoup d'informations. Alors on a rassemblé ce qu'on savait. La victime avait plusieurs jeunes enfants dans la résidence avec elle. Pour le père que je suis, ça semblait donc terrifiant. Ici le central. 3 voitures de patrouille sont sur place. Entrez, je suis au fond. Ok, c'est la police? Oui, Très bien, allez leur parler, madame. il y a un homme dans la penderie et mes enfants sont dans ma chambre. Les policiers ont trouvé un homme décédé dans le salon.
affalé sur le canapé. Il y en avait un autre dans la penderie d'une chambre, ainsi que la femme qui avait appelé les services d'urgence et qui souffrait d'une blessure par balle à la jambe. Kwan et Skrill étaient morts. Le type blanc parti. Je n'ai pas pu leur dire qui il était, juste que c'était un homme blanc qui... Son état était inquiétant, parce qu'elle venait de vivre une expérience très traumatisante. À ce moment-là, j'étais encore en état de choc. Je n'avais pas totalement assimilé ce qui venait de se passer. Malgré l'arrivée de la police, j'étais pas davantage rassurée parce que je savais qu'il était toujours en liberté. Je me suis dit, oh, il va apprendre que je suis vivante. Elle a dit que le tireur avait fait le trajet avec les 2 victimes depuis Fort Wayne, dans l'Indiana. On m'a confié cette affaire. Sur place, et j'ai vu beaucoup de policiers et de voitures de patrouille qui bloquaient la rue. La porte d'entrée était ouverte et la zone sécurisée. La maison était assez propre et intacte. Il ne semblait pas y avoir eu de lutte entre les victimes et l'agresseur. L'une des victimes, Arelius Hassel, était au bout du canapé, avec de multiples blessures par balle. Ses poches étaient retournées, comme s'ils avaient été fouillés. Pourtant, il avait une grosse somme d'argent dans une poche arrière. Je suis convaincu que le suspect cherchait cet argent et qu'il ne l'a pas trouvé. En entrant dans la chambre du fond, il y avait une petite penderie. La seconde victime, Malquan King, gisait par terre dans cette penderie. De toute évidence, il s'y était réfugié avant d'être pris pour cible. 23 balles de calibre 40 avaient été tirées dans les 2 pièces. Il était donc clair que le tireur avait rechargé son arme au cours de la fusillade, dans le but de s'assurer qu'ils étaient bien morts. Pour nous, c'était un miracle qu'il n'ait fait aucun mal aux enfants. Au cours de cette première fouille, plusieurs téléphones ont été récupérés. Le portable d'Arelius Hassel était dans le salon. Celui de Malquan King se trouvait dans la chambre, à côté de celui de Dominic Valentine. Dans toutes les affaires d'homicide, on espère trouver le portable de la victime. Beaucoup de gens ont leur vie sur leur téléphone. On avait toutes les chances d'y trouver des noms, des numéros de téléphone, des SMS qui nous aideraient à identifier le tireur. On savait très peu de choses. Est-ce un cas isolé? Est-ce un tueur de sang-froid? A-t-il déjà tué? Va-t-il récidiver? On n'avait aucune piste à ce stade. On devait trouver cet homme et l'arrêter. Une fois à l'hôpital, ils ont commencé à couper mes vêtements. Je commençais à avoir très mal. C'était si atroce que je me suis mise à trembler. Vais-je remarcher et pouvoir courir avec mes enfants? Ils sont petits. Je dois m'occuper d'eux. Mentalement, j'étais dans un état second.
J'étais pas en colère, juste engourdie. L'un des pires aspects du métier d'inspecteur de police, c'est de devoir annoncer un décès. Dire à une mère que son fils est mort est véritablement déchirant. Ce matin-là, je faisais des courses. Mais quelque chose clochait. Juan n'avait pas répondu à mon texto. Puis ma fille m'a appelé et m'a dit « Tu peux rentrer ?» Deux policiers sont arrivés. Avant même qu'ils sortent de leur voiture, j'ai su que mon fils était mort. Elle a frappé à la porte et j'ai dit « Vous n'avez pas besoin de frapper, ni de me le dire. Votre présence me suffit pour savoir que c'est vrai. » J'ai sauté et j'ai crié. Je hurlais et je voulais vraiment comprendre ce qui s'était passé. Qu'était-il arrivé? Genre, comment ça a pu se produire? Je me souviens que je pleurais, que je grelottais de froid et que je me sentais faible et que j'avais mal au ventre. À ce moment précis, je ne comprenais pas vraiment ce qu'il m'arrivait. J'étais dans l'incompréhension la plus totale. Je savais juste que je voulais revoir mon fils. C'est choquant de se dire qu'un être humain peut tuer avec autant de détermination et d'insensibilité. Sachant cela, il fallait absolument mettre cet homme hors d'état de nuire. L'analyse numérique de ces téléphones allait être cruciale. On espérait trouver une photo de l'homme blanc non identifié sur un des téléphones trouvés sur place, afin de savoir au moins à quoi il ressemblait. On espérait trouver une photo de lui. Ou peut-être un lieu ou quoi que ce soit qui puisse donner une piste. Car la seule information dont on disposait, c'était que le suspect était un homme blanc qui faisait très sérieux. Malheureusement, les deux téléphones étaient verrouillés. Et les seules personnes qui connaissaient le code d'accès étaient décédées. J'ai cherché à deviner le code, une technique qui s'avère parfois efficace. Par exemple, en entrant le 2580 ou bien la date d'anniversaire de la personne, ça marchait parfois. Bien sûr, pas tout le temps, mais ça valait la peine d'essayer. Ça n'a pas fonctionné. L'étape suivante consiste à tenter d'obtenir des informations grâce aux sous-composants, donc la carte SIM et la carte mémoire. En 2015, les portables n'avaient pas autant de mémoire qu'aujourd'hui, et il fallait donc utiliser une carte supplémentaire pour y transférer ses photos et autres données. Comme les téléphones étaient verrouillés, j'ai fait ce que j'avais de mieux à faire, parcourir les données de la carte mémoire. Aurelius avait un téléphone Android. Ça n'a rien donné. Malquan avait un téléphone Microsoft fabriqué par Nokia. Il n'était pas crypté, et on pouvait donc sortir la carte mémoire et consulter les informations sans mot de passe.
Il y avait des centaines, voire des milliers de photos. Celles qu'il avait prises, mais aussi des photos issues des réseaux sociaux qui se ressemblaient presque toutes. Il faut se mettre dans le bon état d'esprit. Ces deux hommes avaient perdu la vie. Je ne pouvais pas faire les choses à moitié. Je devais y aller à fond. Au début de l'enquête, on ne savait pas grand-chose. Le fait d'interroger la seule victime encore vivante à l'hôpital allait donc être d'une importance capitale. Mademoiselle Valentine était éveillée et consciente. Elle semblait bien comprendre ce qu'il se passait et j'ai alors commencé à l'interroger. Elle m'a dit que Quan, Skrill et cet homme blanc non identifié étaient arrivés chez elle. Skrill a déclaré que lui et son pote blanc allaient brièvement utiliser les toilettes et qu'ils partiraient ensuite. Il s'est dirigé vers les toilettes et m'a dit bonjour. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il y a eu un contact visuel entre nous. Je vais alors dans ma chambre. Et j'entends comme un feu d'artifice. Je demande à Quan, qu'est-ce que c'est? Et il me dit tout de suite, est-ce que t'as une arme? C'est là que j'ai compris que c'était pas un feu d'artifice, mais des coups de feu. Mon premier réflexe a été d'aller me cacher dans la penderie. Quan reçoit une balle et il s'effondre. Sa respiration est sifflante. Il cherche son souffle. Je me dis qu'il va tuer mes enfants. S'ils sont morts, autant mourir avec eux. Puis j'entends... Ça va, parle-moi. Mais c'était pas Skrill. Alors, j'entends plus que Quan. J'entends sa respiration et sa détresse. J'étais terrifiée. Heureusement, les enfants présents dans la résidence n'ont pas été blessés. Mademoiselle Valentine a déclaré que Quan, Skrill et l'homme blanc étaient arrivés dans une Chevrolet Impala blanche et qu'après les coups de feu, elle avait regardé dans l'allée et la voiture n'y était plus. Sur le téléphone de Malquan, il y a des photos d'enfants, de sa famille, mais rien de vraiment marquant. Mais ensuite, je découvre une série de selfies qu'il a pris en face d'un miroir. Et je remarque quelque chose sur une de ces photos qui me prend au dépourvu. À ce moment-là, j'ai une poussée d'adrénaline, parce que je sais que ça va aider mes collègues. Parce que pour l'instant, ils sont toujours dans l'impasse. Il y avait 8 selfies, tous à peu près identiques. Malquan voulait simplement se prendre en photo. Mais sur le tout dernier cliché, je vois une autre silhouette en arrière-plan. Un homme vêtu d'un blouson rouge. Et dès que je l'ai vu, je me suis dit, c'est peut-être l'homme blanc qui fait très sérieux. Quand on prend une photo, de nombreux détails sont stockés dans ce qu'on appelle le fichier EXIF. Il y a par exemple la date et l'heure, mais aussi d'autres informations, comme le type d'appareil utilisé et même les coordonnées GPS de l'endroit où la photo a été prise. Peut-être qu'il y aura ce fichier, peut-être pas. À ce moment-là, je n'en sais rien. Avec notre logiciel, j'essaye alors de le charger.
Et il ne me reste plus qu'à espérer trouver quelque chose d'intéressant. Soudain, une quantité impressionnante de métadonnées apparaît. Il y a la date et l'heure de la prise de vue, le 3 octobre 2015 à 21h. Donc, exactement dans la période où les deux victimes et le suspect étaient ensemble. Mais il y avait d'autres informations stockées avec cette photo. La latitude et la longitude qui nous ont permis de savoir où Mal Kwan se trouvait à ce moment-là. C'était dans un hôtel à Fort Wayne, dans l'Indiana. Pour nous, il était très important d'avoir trouvé cette photo. Certaines enquêtes piétinent, ce qui est très frustrant parce qu'on aimerait vraiment les résoudre. Alors quand un indice pareil surgit, ça donne un second souffle. J'ai appelé l'hôtel et discuté avec la direction dans l'espoir qu'ils confirment la présence des victimes. Mais ils n'avaient aucune trace de Mal Kwan et Aurelius. C'était l'échec. Et retour à la case départ. J'essayais de me convaincre que je rêvais. C'était dur de se lever le matin. Et ça l'est encore. En sachant qu'il n'est plus là. Quoi qu'il arrive, il me rendait toujours heureuse. Je voulais que la police trouve celui qui avait tué mon fils. J'en avais vraiment besoin. J'avais peur qu'il revienne. Je ne comprenais toujours pas pourquoi il avait fait ça, alors j'étais paranoïaque. Se rendait-il ailleurs pour faire du mal à quelqu'un d'autre? Quels étaient ses projets? Tuer d'autres gens? Genre quoi? Connaître le passé d'une victime peut nous renseigner sur les raisons de son assassinat. Mais dans ce cas, c'est très dur pour nous, parce que les deux victimes n'étaient pas du Nebraska. D'accord. On a parlé à un ami d'Aurelius qui a dit qu'il l'avait vu avec Mal Kwan dans une station-service alors qu'ils quittaient la ville et qu'ils étaient en compagnie d'un certain White Mike. On avait peut-être son prénom, Mike, mais on voulait en savoir plus. C'était notre suspect. Il fallait trouver d'autres informations pour être en mesure d'identifier ce White Mike. La mémoire interne d'un téléphone contient davantage d'informations. Contacts, SMS, historique des appels, données des applications et j'en passe. Malheureusement, il est très difficile d'extraire ces données. Par chance, un autre officier de police et moi-même devions justement suivre une formation à l'université Utah Tech pour apprendre à démonter un téléphone et à en lire la puce mémoire. C'est une autre façon d'accéder aux données. On l'a donc pris avec nous parce qu'on voulait voir toutes les données qu'il contenait. Ça peut être très risqué. Si on s'y prend mal, on perd toutes les chances de récupérer la moindre donnée. Mais à ce stade, c'était notre seule chance d'obtenir des données de l'appareil. On démonte manuellement le téléphone, puis on doit enlever la puce mémoire qui est collée. Pour cela, il faut donc la chauffer à environ 200 degrés.
À cette température, la colle commence à se détacher et on peut enlever la puce. Mais on parle là d'un composant très sensible. Il y a donc un risque que ça ne se passe pas bien et qu'on perde tout. C'est alors qu'on a été rappelé par l'hôtel. Le directeur se souvenait de nos victimes, car ils étaient partis en laissant leur chambre dans un grand désordre. Ils avaient apparemment passé une nuit festive. Et le directeur nous a informé que la chambre était au nom de monsieur Michael Nolte. C'était le jackpot. On avait un suspect et une piste à suivre. Je lui ai demandé s'il avait des images de vidéosurveillance. Et il m'a dit que oui. C'est un homme blanc, grand et mince, cheveux courts et lunettes. Il correspondait bien à la description. L'homme sur le selfie et sur les images enregistrées semble être le même. On avait donc le nom du suspect. J'ai appelé la police de Fort Wayne pour savoir s'ils connaissaient Michael Nolte. On m'a dit qu'il y avait bien un Michael Nolte dans leur base de données et qu'ils avaient une photo de lui. Michael Nolte avait un lourd passé criminel. Toute sa vie, il avait eu des démêlés avec la justice. Il avait été arrêté pour consommation de drogue et pour vol. Et il avait fait de la prison. Les inspecteurs ont montré à Dominic Valentine une série de photos, dont une de Michael Nolte. Je l'ai tout de suite reconnu. C'est très distinctif, ses lunettes, son sourire en coin. J'ai pas hésité une seconde. Maintenant qu'on connaît son identité, il faut retrouver Michael Nolte. On a donc demandé à notre unité scientifique numérique de chercher d'autres informations potentiellement utiles. C'est un processus délicat. On peut facilement détruire la puce et tout perdre. Mais c'était notre dernière chance de récupérer ces données. Une fois qu'on a extrait la puce mémoire, on la glisse dans un petit lecteur qu'on branche sur un ordinateur comme une clé USB. Si ça marche, on voit apparaître l'arborescence de fichiers et les autres données qui se trouvent sur la puce. Sinon, on ne voit rien. On a mis la puce dans le lecteur. Et on a vu apparaître les fichiers du téléphone. J'étais très heureux, car non seulement on avait une piste possible, mais en plus, elle était très bonne. On avait accès à toutes les informations contenues dans l'appareil. Les messages, les appels, les listes de contacts. Même s'ils voyageaient ensemble, les victimes avaient certainement appelé Michael Nolte. Des textos entre Arilius et Malquan indiquaient qu'ils étaient avec lui. On a alors vu que Mike apparaissait dans la liste des contacts, avec son numéro de téléphone. Maintenant qu'on avait les numéros des victimes et de Mike Nolte, on voulait démontrer que ce dernier avait voyagé avec eux. J'ai donc demandé un mandat afin d'obtenir les relevés d'appel des victimes et du suspect, puis j'ai commencé à les tracer à l'aide d'une application appelée Cellhawk. Ça permet de créer une carte qui indique la position des personnes. On voit que les trois sont ensemble à Fort Wayne, puis qu'ils roulent vers l'ouest jusqu'à Saint-Louis, puis vers Kansas City. Et la nuit de l'homicide, ils voyagent ensemble jusqu'à Omaha. Les téléphones des deux victimes restent sur place,
alors que Mike Nolte s'en va. C'est un sentiment que si ces téléphones ne fonctionnent plus, c'est parce que leurs propriétaires sont morts. Mike va vers l'est. Puis il bifurque en direction de Kansas City, remonte jusqu'à Denver et arrive au Nouveau-Mexique, avant d'aller vers Phoenix. Ça prouve qu'il est en fuite et qu'il se dirige peut-être vers le Mexique pour passer la frontière et éviter d'être retrouvé et arrêté. Le dernier signal envoyé par le portable de Michael Nolte a été capté à 19h20, soit quelques heures auparavant. C'est donc très urgent. On transfère l'info à l'unité de recherche des fugitifs qui contacte les autorités de Mesa dans l'Arizona. C'est très dur de retrouver quelqu'un juste avec les relevés d'appel et les informations des tours relais. S'il est dans un quartier où il y a beaucoup de maisons, on ne saura pas dans laquelle il se trouve. Mais la puce mémoire extraite permet d'obtenir des informations à partir d'espaces non alloués, autrement dit, du contenu supprimé. Mal Kwan, qui avait été visiblement prise depuis l'intérieur d'une voiture, et qui montrait Mike Nolte dans une sorte de parking. Et coup de chance, le fichier EXIF était lui aussi présent. Cette photo datait du 2 octobre, donc la veille des selfies de Mal Kwan à l'hôtel. Et grâce aux coordonnées GPS, on a su que c'était une agence de location de voitures. De nos jours, la plupart des voitures de location sont équipées d'un système de localisation GPS qui permet à l'agence de les localiser. Quand une voiture dispose d'un tel système, c'est précieux pour nous. On a appris que ce véhicule était équipé d'un système de localisation qu'on a alors activé. Il y avait un vrai sentiment d'urgence. Michael Nolte allait vers le sud, peut-être pour franchir la frontière. Étant donné qu'il l'avait tué, il pourrait très bien le refaire pour s'échapper. Le système de traçage GPS nous a permis de connaître sa position exacte. On était tout près de l'attraper. Il fallait juste envoyer les bonnes personnes au bon moment pour essayer de l'interpeller. Les autorités de Mesa localisent la voiture dans une résidence. Ils doivent partir du principe qu'il est toujours armé et prêt à tuer. C'est une opération à haut risque. L'unité le voit quitter la résidence en voiture et s'arrêter dans un supermarché. Et au cours de cette surveillance, le suspect achète des munitions. Il faut tout faire pour que la personne qu'on va tenter d'arrêter ne représente pas une menace pour des innocents. L'unité a donc attendu qu'ils sortent du magasin. Ils étaient inquiets, car ils venaient d'acheter des munitions. C'est une situation dangereuse, avec un individu dangereux. Ils décident donc de l'arrêter sans tarder. Au début, il refuse de coopérer. Puis il est expulsé de la voiture et touché par des projectiles en sachet. C'est un soulagement. Il ne constitue plus une menace pour personne. L'endroit où il séjournait a été fouillé. On y a retrouvé une arme de poing dont l'analyse a prouvé qu'il s'agissait bien de celle qui a servi pour le meurtre d'Arelius Hassel et de Mal Kwan King. On a aussi trouvé des reçus de prêts sur gage issus de plusieurs boutiques autour de Phoenix.
L'unité spécialisée de la police de Mesa a recueilli les images de vidéosurveillance. Parmi les objets mis en dépôt-vente, il y avait un pied de micro, un micro et un amplificateur qui appartenait aux deux victimes. On le voit vendre les biens personnels des deux hommes qu'il a lui-même tués pour se faire un peu d'argent. Le 13 octobre 2015, Michael Nolt a été inculpé de plusieurs crimes, dont le meurtre avec préméditation d'Arelius Hassel et de Malquan King, et de tentative de meurtre sur la personne de Dominic Valentine. Il a plaidé non coupable pour tous les chefs d'accusation et l'affaire a été renvoyée au tribunal. Les données numériques qui ont été présentées au jury étaient essentielles pour deux raisons. Ces données ont conduit au procès. Sans elles, le prévenu se serait envolé et elles permettaient de voir qu'ils étaient arrivés ensemble sur place, puis que Michael Nolt était parti à la manière d'un criminel en fuite. On a tous un téléphone et je pense que les jurés le comprennent. Si on demande un mandat pour un téléphone ou un ordinateur, c'est pour trouver ce type d'informations. C'est comme les parents avec leurs enfants. On sait tous où sont nos enfants parce que c'est un dispositif de traçage. Ce sont des preuves très convaincantes et vraiment intéressantes pour un jury qui peut ainsi voir ce qu'il s'est passé et où ils sont allés exactement. Si une photo vaut 1000 mots, une vidéo en vaut 1 million. On a donc regroupé tous ces éléments en une présentation facile à comprendre et d'afficher un certain nombre de questions. Le jury savait ce qu'il s'était passé et ils allaient maintenant le voir. Le 2 octobre 2015, Michael Nolt rejoint Malquan et Arelius dans un hôtel de l'Indiana. Une photo prise dans cet hôtel le lendemain en atteste. Tous les trois partent ensemble dans la voiture de location. Et ils arrivent le 10 octobre au domicile de Dominic Valentine. Dominic se trouve dans la chambre avec Malquan King. Et leur bruit sec. Ce sont les premières balles tirées cette nuit-là. Elle tente de se cacher dans la penderie avec Malquan King, mais Michael Nolt entre dans la chambre et tire sur Malquan King, qui est touché. Michael Nolt ressort et elle entend d'autres coups de feu. Ce sont les balles qui achèvent Arelius Hassel. Michael Nolt revient alors dans la chambre et demande si tout le monde va bien. Mais pas parce qu'il est inquiet, juste pour savoir si les témoins sont bien morts. Par sécurité, il tire à nouveau et Dominic Valentine reçoit une balle. Malquan King, lui, succombe à ses blessures. Pour sa défense, Michael Nolt clame qu'il était en état de légitime défense. Il déclare qu'il voulait partir parce qu'il en avait assez de traîner avec eux. Mais alors, Arelius Hassel s'y est opposé et l'a menacé d'une arme. Le jury a pu voir une carte avec les différents points provenant des tours relais qui montrent le trajet des trois hommes. Puis avec les points montrant que Michael Nolt quitte cette résidence à la hâte. Mais pas pour aller au commissariat local afin d'expliquer qu'il a été agressé et que quelqu'un a failli l'abattre. Le fait qu'ils vendent leurs biens m'a paru étrange. Je pense que son seul mobile était l'argent. Michael Nolt a fait les poches d'Arelius avant de quitter la maison. Il voulait s'enrichir le plus possible sur le dos des deux hommes sans se soucier le moins du monde de ses victimes.
Au tribunal, ils ont diffusé un enregistrement téléphonique de lui et sa mère. T'as entendu ce qu'ils ont dit? Non. Vous l'avez échappé belle. Ça veut dire quoi? Qu'elle aurait dû mourir. J'ai entendu son rire et j'ai quitté la salle d'audience. Parce qu'il n'y a rien de drôle dans le fait que mon fils et son ami sont morts. Le 26 octobre 2016, le jury a déclaré l'accusé coupable des charges retenues contre lui pour le meurtre de Malquan King et coupable de meurtre sans préméditation sur Aurelius Hassel. Ils l'ont déclaré innocent de tentative de meurtre sur Dominic Valentine et coupable de port d'armes illégales. Il a été condamné à la perpétuité sans libération conditionnelle. On a été très surpris du verdict concernant Dominic. Je me demande ce qui a poussé les jurés à aller dans ce sens, mais ils ont dû supposer qu'il n'avait pas voulu la tuer parce qu'il ne la connaissait pas et qu'il voulait juste tuer Malquan. Il s'en sort trop bien. Il aurait dû être exécuté. Je suis heureuse qu'il ne puisse plus terroriser personne. J'en suis reconnaissante. Mais, à mes yeux, il n'y a pas eu de vraie justice, parce que mon fils est parti. Je ne le reverrai jamais. Dominic a été un témoin important dans cette affaire. C'est rare d'avoir un témoin oculaire dans ce type d'affaire. J'espère qu'elle va bien. Je me rétablis bien, du mieux possible. J'ai encore des douleurs. Quand il fait froid, mes fragments de balles gèlent. Mais dans l'ensemble, je m'accommode de ma blessure. Elle ne m'empêche pas de vivre la vie que je voulais. J'ai pris la décision de devenir infirmière au moment où Quan vivait ses derniers instants. J'aurais aimé pouvoir l'aider. Si j'avais eu les connaissances que j'ai maintenant, j'aurais su quoi faire exactement à ce moment-là. Je suis heureuse qu'elle ait survécu. J'aurais été encore plus triste qu'elle décède elle aussi, parce qu'elle avait des enfants. Rien ne peut remplacer une mère. Et si mon fils a contribué à sa survie, alors je suis fière de lui.